Les grandes nations sont endettées, voire surendettées. La France a plus de 89% de son PIB. Les États-Unis à 100%. Oui, ça fait beaucoup. Donc, pour en parler, on accueille Mireille Zaki. Mireille Zaki, qui est rédactrice en chef adjointe du magazine Bilan, magazine suisse. Vous êtes aussi l'auteur de l'excellent et du révélateur La fin du dollar. À côté de vous, il y a Piero San Giorgio, qui est l'auteur du très bon mais inquiétant Survivre à l'effondrement économique. Ensuite de ça, pardon, je rigolais parce que j'ai des petites anecdotes. On a Laurent Arthur Duplessis avec nous. Vous êtes journaliste spécialisé en géopolitique. Et ce bouquin de la crise à la guerre, vous êtes auteur de la crise à la guerre, la faillite des élites, qui est, que j'ai trouvé très intéressant, mais que j'ai trouvé aussi très pessimiste. Mais de toute façon, de manière générale, beaucoup de pessimisme. Et Philippe Manière, enfin, vous êtes journaliste vous aussi, économique, et actuellement, vous dirigez Footprint Consultant. Et vous sortez Le pays où la vie est plus dure, pareil, quelque chose de... J'ai trouvé très pertinent, je ne vais pas dire drôle, parce que c'est pas drôle, mais et en même temps, une fois plus aussi, pessimiste et un peu... ne serait-ce que l'accroche, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, tous ces livres où on nous dit la France... Qu'est-ce qui se passe? Il y a quand même un problème en France. Oui, c'est une réelle critique de l'immobilisme en France. En fait. À un moment, il faut se bouger. Donc ces quatre ouvrages sont intéressants, se recoupent sur plein de points, mais sont, de manière générale, un peu pessimistes. Et justement, Laurent Arthur Duplessis, spécialement dans cet ouvrage et voir les précédents, il y a quelque chose d'inquiétant, de fataliste aussi. Crise, guerre, on n'a pas le choix de toute façon. On passe d'une crise à une guerre à une crise. Qu'est-ce qui vous amène à penser ça? Eh bien, ce qui m'amène à penser ça, c'est que, à mon sens, il y a une crise systémique très profonde et que la crise est le seul pilote aux commandes de l'avion. On voit que les chefs d'État et les patrons de banque centrale courent derrière les événements sans jamais les rattraper, que les mesures qu'ils prennent sont toujours trop tardives et relativement inopérantes, et que la crise économique et financière mondiale a toujours une ou deux étapes d'avance. Et à cela, on peut voir plusieurs facteurs. Le facteur numéro un, c'est qu'on ne soigne pas les causes de la crise. Or, les causes, à mon sens, sont d'abord et avant tout monétaires. C'est le système monétaire international tel qu'il fonctionne depuis Bretton Woods 1944 et depuis le débasement du dollar par rapport à l'or en 1971, pour faire bref, qui est le facteur essentiel de cette crise économique financière parce qu'il a nourri des bulles spéculatives de plus en plus gigantesques qui, en se désintégrant, ont de plus en plus déstabilisé l'économie. Et donc c'est cette déstabilisation qui va mener pour vous inévitablement à une guerre. Voilà, un conflit, puisqu'alors qu'a-t-on fait en 2008 pour justement remettre le bateau sur sa quille, c'est-à-dire pour sauver le système bancaire qui était en pleine déroute? On a fait à nouveau de la création monétaire, ce que les Américains appellent du quantitative easing, c'est-à-dire en réalité on a fait surchauffer la planche à billets, pour employer une expression imagée. On a remis ainsi les banques à flot, mais les États, du coup, se sont retrouvés en fort déséquilibre financier. Philippe Manière qui n'est déjà pas d'accord. Et du même coup, voilà que maintenant on a une crise de la dette souveraine. Et que voit-on pour l'Union européenne? C'est que la Grèce, à peine sauvée, entre guillemets, et provisoirement sauvée, puisque sa croissance est au point mort, eh bien, on a maintenant l'Espagne qui est dans l'œil du cyclone et qui est un poids économique beaucoup plus important que la Grèce. Et là où je pense que le point de non-retour a été dépassé dans cette crise systémique, c'est qu'aujourd'hui, on a la quadrature du cercle. Ou bien on fait de l'austérité, mais on tue la consommation et on tue l'économie, ou bien on fait de la relance par la création monétaire et on nourrit à nouveau des bulles spéculatives, puisque l'argent va plus dans la spéculation que dans les fondamentaux, que dans l'économie productive et l'économie réelle. Donc le système, à mon sens, a dépassé le point de non-retour et il doit aller jusqu'au bout de sa déréliction pour être remplacé ensuite par un autre système monétaire, notamment économique et financier. C'est en cela que je dis que la crise est le seul pilote à bord. D'accord. Philippe Manière, vous avez réagi plusieurs fois. Oui, non, mais il y a des éléments de diagnostic que je partage pour partie, mais je pense que, par exemple, dire que l'endettement des États est dû au sauvetage des banques, c'est vrai dans certains pays.
C'est faux dans la plupart, et en particulier, c'est complètement faux en France. En France, par exemple, nous avons, comme vous le savez, des déficits tous les ans, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, depuis le milieu des années 70. Et en plus, les banques, le sauvetage des banques ne nous a rien coûté, ou presque rien. Donc nous avons, par exemple, puisque nous sommes en France, une situation extrêmement dégradée, simplement à raison de la mauvaise gestion des finances publiques. Et ça n'a strictement rien à voir avec le sauvetage des banques, qui de toute façon était nécessaire et qui a coûté un peu ici, beaucoup là, mais pratiquement rien chez nous. Pourquoi le sauvetage des banques est-il nécessaire? En Islande, ils sont parce que si vous laissez mourir les banques, juste ça va vous poser un petit problème quand vous allez retirer de l'argent, vous ne pouvez plus être payé, votre employeur ne peut plus vous faire de virement. Enfin, une banque, c'est pas comme une PME qui fait des vis et des boulons. Je ne dis pas qu'il faut sauver les banquiers, je ne dis pas qu'il ne faut pas que les actionnaires payent. Bien sûr, il faut que les actionnaires payent. Et bien sûr, sauver une banque, ça doit se faire dans des conditions qui soient punitives pour ceux qui ont mal géré la banque. Cependant, on ne peut pas laisser mourir une banque parce qu'encore une fois, si vous laissez mourir une banque, vous laissez mourir toutes les banques qui sont autour et qui sont hyper interconnectées. Et donc, vous avez des problèmes très contingents, très graves. Je ne parle même pas de l'accès au crédit qui est presque du second temps. Vous n'avez même pas d'accès au règlement. Vous ne pouvez plus payer, vous ne pouvez plus obtenir de l'argent. Donc, une banque, c'est pas un petit animal comme les autres. En économie, une banque, laisser tomber une banque, c'est très coûteux. Alors, on peut le faire de temps en temps. On l'a fait pour Lehman, beaucoup de gens le contestent. Moi, je trouve que c'était probablement opportun pour montrer justement qu'on ne sauvait pas toutes les banques à tout prix. Mais vous ne pouvez pas laisser mourir un système bancaire, quand bien même il se serait mal comporté. Il faut punir les actionnaires, mais il faut sauver les banques. Mais en tout cas, encore une fois, en France, notre endettement qui est catastrophique n'a rien à voir avec ça. Alors, nous crachons du déficit et donc de la dette depuis 40 ans, sans aucune raison exogène. C'est notre choix. Alors, j'avais fait une analyse globale, c'est-à-dire au niveau planétaire, sans évoquer le cas français et un certain nombre de cas similaires qui sont effectivement les dérélictions de l'État-providence, c'est-à-dire que l'État-providence, c'est aussi une bulle financière, une concentration de liquidités sur un État qui, par les transferts sociaux et qu'il finance par un endettement exagéré, aboutit à une situation de surendettement. Mais effectivement, Philippe Manière a raison. Pour ce qui est de la France, qui est un paradigme d'État-providence, effectivement, le surendettement est très largement lié effectivement au transfert de l'État-providence. Et oui, Mirette. Oui, moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'effectivement, après la crise de 2008, les gouvernements de l'Union européenne, alors que ce soit la France ou tel pays qui est moins contribué, qui est moins payé aux banques pour les sauver, ça c'est possible. Mais collectivement, il y avait 3 000 milliards d'euros qui avaient été injectés dans le système pour sauver, juste dans la foulée de la crise de Lehman Brothers en octobre 2008. Vous parlez de 3 000 milliards d'euros, c'est pas de l'argent qu'on leur a donné, c'est des liquidités qu'on a fournies. On a avancé, c'est pas la même chose, on a offert en garantie. Tout ça, c'est des efforts financiers qui avaient été dus pour soutenir le système bancaire, qui aurait pu être alloué ailleurs et qui avait été consenti sur la base d'un discours qu'on n'est pas censé reprendre totalement à notre compte en prenant pour une évidence que les banques doivent être sauvées parce que forcément, si elles ne sont pas sauvées, ça va entraîner l'effondrement de toute l'économie. Oui, c'est un discours, il faut savoir aussi d'où il vient. Il vient très souvent des banques elles-mêmes qui ont intérêt à répandre l'idéologie du too big to fail, une idéologie par ailleurs extrêmement interventionniste et on pourrait même la qualifier de socialiste parce que dans un système réellement libéral, celui qui faillit doit échouer et doit faire faillite et d'autres meilleurs et plus performants doivent pouvoir se relancer. Or, tout ce système a empêché cet assainissement. Les gouvernements de l'Union européenne collectivement ont mis 3 000 milliards qui n'étaient pas des dons, effectivement, n'étaient pas c'est des investissements. C'était pas des investissements. C'est des liquidités, c'est pas de l'argent qu'on leur a donné. Il y avait des avances de liquidités, des mises en garantie, certaines participations d'État. Ça se compose de tout cet ensemble de choses, mais c'est bien sûr quelque chose qui a affaibli les gouvernements et leur budget et leur situation d'endettement. Je ne sais pas, on n'a pas quantifié combien les budgets et les déficits européens ont souffert exactement de la crise de 2008. Si, on l'a fait pays par pays, parce que, encore une fois, c'est des cas particuliers dans chaque pays. Et il y a des pays, par exemple en Irlande ou au Royaume-Uni, une très grande partie du déficit vient du sauvetage du système financier. Oui. Moi, je continue à penser que c'était utile de le faire. On peut le contester. Mais en tout cas, ce sont deux cas où, effectivement, ça a coûté très cher à l'État et ça explique une grande partie de son endettement. Il y a d'autres cas, dont la France, qui est vraiment iconique à cet égard, puisque ça ne nous a jusqu'à maintenant rien coûté et ça finira sans doute par nous coûter, je vais dire, 3 francs 6 sous. On ne parle plus en francs, mais pas grand-chose au titre du sauvetage de Dexia. Mais la France, encore une fois, s'est mise toute seule dans l'impasse. Aujourd'hui, on nous dit c'est terrible, les spéculateurs internationaux nous forcent à faire ceci ou cela. Après la présidentielle, ils vont attaquer la dette française. C'est la faute à personne d'autre que nous. Si nous ne nous étions pas mis en situation d'endettement, eh bien, nous ne serions pas vulnérables. C'est facultatif d'aller emprunter sur les marchés. Si on va emprunter sur les marchés parce qu'on a dépensé plus que ce qu'on générait comme richesse, évidemment, votre créancier vous tient un peu, c'est vrai. Mais il se trouve que les 10 dernières années, quand la dette de la
France ou la dette de la Grèce était cotée sur les marchés de la dette internationale, il n'y avait pas le même genre d'attaque spéculative qu'il y a aujourd'hui, parce que dans les 10 à 20 dernières années, il y a des instruments dérivés qui se sont développés, qui sont devenus extrêmement puissants. C'est un fait. Si vous prenez l'univers des dérivés financiers, ils représentent 10 fois le PIB mondial. Donc là, c'est vrai que le fait que la dette française soit cotée aujourd'hui sur le marché international fait que des attaques spéculatives peuvent déstabiliser la dette française. Elle est cotée depuis des dizaines et des dizaines d'années, la dette française. Les instruments n'existaient pas. Les instruments de déstabilisation n'étaient pas aussi forts. Et aujourd'hui, ils peuvent faire que le taux de la France monte à 5, 7, 10% si les spéculateurs en décident. Mais ce n'est pas les spéculateurs, c'est les investisseurs. Je crois qu'il y a une vision qui est complètement paranoïaque. Je ne dis pas que c'est la vôtre en particulier, mais qui consiste à dire gentil État, émetteurs de bonnes dettes, méchants spéculateurs qui en veulent aux États. Les spéculateurs, il y en a quelques-uns, bien sûr, et il y en a d'ailleurs autant qui jouent à la hausse que de spéculateurs qui jouent à la baisse. Mais les spéculateurs ne font pas le marché. Ce qui fait le marché, c'est que vous avez besoin, vous, en tant qu'État émetteur, d'avoir des investisseurs en face de vous. Si vous êtes l'État français et que vous émettez de la dette, vous avez besoin que quelqu'un en face de vous vous fasse confiance. Si vous générez des déficits depuis 40 ans, c'est pas totalement étonnant que la confiance s'érode au fil du temps. Les gens se demandent si vous êtes remboursé. Ces déficits viennent de quelque part. Enfin, je veux dire, c'est... On s'est endetté, ça vient de quelque part, ce déficit. Oui, ça vient de ce que la France est extrêmement mal gérée. Encore une fois, c'est pas général. Regardez l'Allemagne, c'est pas le cas. Regardez les Pays-Bas, c'est pas le cas. C'est de la dette qui va aussi dans l'éducation, dans les hôpitaux, dans les infrastructures. On parle de ces dettes, mais on parle surtout, moi j'ai retenu le chiffre de 3 000 milliards d'euros dont vous parliez, et puis on trouve aussi d'autres chiffres sur Internet et ailleurs dans des ouvrages. Ça représente quand même des sommes qui sont colossales, qui sont presque enfin, elles sont tellement virtuelles. On parle de milliers de milliards, enfin je veux dire... Tout ça, cet argent ne va pas... Parce que c'est intéressant de comprendre d'où ça vient, mais comment on fait le jour où il faut rembourser tout ça? C'est pas de la dette, c'est de la liquidité. Alors, quand on met 3 000 milliards, vous le disiez vous-même, c'est un mélange. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques dizaines de milliards qui ont été offert en quelque sorte aux banques dont les États ont pris le contrôle. Typiquement au Royaume-Uni, les banques étaient en état de faillite. Le gouvernement pris 80% de en échange, aujourd'hui, le gouvernement possède ces banques. Donc un jour ou l'autre, si tout va bien, il les revendra. Mais effectivement, il y a eu un peu d'argent investi pour sauver les banques au sens où on a reconstitué leur capital. Mais c'est très minoritaire. L'essentiel des sommes colossales qu'on évoque, c'est de la liquidité. C'est-à-dire qu'on leur a dit, OK, vous êtes dans une situation très difficile. Pendant un certain temps, vous pouvez avoir accès à de l'argent qu'on vous fait payer 0% pour faire ça. Mais c'est pas de l'argent qu'on leur a donné. Il y a aussi une partie qui a été remboursée. Aujourd'hui, les banques, entre-temps, ont pu rembourser ces liquidités. D'accord, mais typiquement, moi, je pense à, entre autres, ce que Piero San Giorgio raconte dans son livre, partir de l'idée qu'on ne va pas réussir à rembourser ou on va mal le faire, il y en a qui vont s'opposer, ou en tout cas, ça va mener vers quelque chose, ou ce que Laurent Duplessis dit aussi, on nous parle quand même beaucoup de crise, de dette, d'effondrement, vous n'êtes pas les seuls à en parler. Et moi, non, vous, non, effectivement, mais quand je dis vous, c'est de manière générale, les journalistes, économistes, comme je disais tout à l'heure, on a rarement des personnes qui vont dire « mais c'est formidable, tout va bien se passer, faites-nous confiance ». De manière générale, on n'entend pas ça. Et Piero, dans votre livre, bon, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais qui est quand même... il y a toute une première partie qui est très, on va dire, qui parle de l'économie, et puis toute cette deuxième partie, c'est très rigolo, enfin, par rapport aux autres ouvrages. Ça dépend de quel bord on est rigolo. Je suis pas sûr. C'est un manuel de survie, en fait. C'est inquiétant. C'est exactement ça. Ce que je trouve rigolo, bien que ce soit inquiétant, ce que je trouve rigolo, c'est de commencer un ouvrage d'économie et de finir sur combien de canettes de viande il faut que je garde, combien de trucs, mes munitions. On se dit, mais et en fait, vous arrivez à... Et ça va très vite, hein, selon vous, c'est que d'ici 2015, il faut s'attendre à un très gros un cataclysme. Donc les gens devront vraiment se protéger leurs biens. Oui, parce que je crois que la crise financière, la crise de la dette, dont est le thème de l'émission, est en fait un catalyseur d'autres crises plus lourdes, plus fondamentales, qui ont des sources plus anciennes, et qu'il faut aller chercher dans les années 70 pour se rendre compte à quel moment on s'est rendu compte à très haut niveau de ce qui se passe réellement, c'est-à-dire que l'on arrive à des pénurie programmée de matières premières, de ressources, et simplement pour parler du pétrole, qui est le sang du système économique mondial, on arrive à ce catalyseur qui est la dette, qui par ailleurs, c'est vrai, on l'a annoncé, il y a 3 manières de gérer la dette. Soit on la rembourse. Pour la rembourser, il faut faire de la croissance économique. Il y a plein de façons de la faire. C'est ce qui a été fait pendant les 60 dernières années. Simplement, on va se poser la question, est-ce que la croissance économique est encore possible dans un monde où il va y avoir pénurie de matières premières, notamment de pétrole, qui
permettent à l'économie Mais là, de tourner, de croître. On arrive à des taux qui sont, qui sont hallucinants. Oui, mais Qui sont affolants. Enfin, je ne sais même pas si on peut vraiment se rendre compte. Bon, déjà, je ne sais pas si Muradzaki pourrait nous éclairer un peu là-dessus, savoir qu'est-ce que ça veut dire exactement d'être endetté à 100% de son PIB, ou 127%, ou... Si on prend les États-Unis, si on a 14 000 milliards de PIB et qu'on a 14 000 milliards de dettes, ça veut dire qu'on a vraiment créé pour chaque dollar de PIB, on a créé un dollar de dette. C'est ça. Bon, la réalité du déficit américain, c'est qu'il est plus grand que ça. C'est que l'économie américaine, il crée pour $1 de croissance, 6 dollars de dette. Mais le PIB officiel fédéral, c'est 100% pour l'instant. Passer de 1 à 6, c'est un facteur un peu violent. Parce qu'il faut ajouter tout ce qui n'est pas comptabilisé dans les comptes publics, vous avez raison. Alors, il y a la sécurité sociale, Medicare, Medicaid, tous les garanties pour Fannie Mae et Freddie Mac, les agences hypothécaires. Si vous ajoutez tout ça, en fait, le total, si vraiment on ajoute tous les engagements futurs du gouvernement américain, on arrive à un chiffre hallucinant de 200 000 milliards de dollars. 200 000 milliards sur Quels sont les engagements à partir du moment où vous partez du bilan, donc c'est-à-dire que vous ne pouvez pas comparer à une année de PIB. Ça veut dire qu'il faut comparer à 20 ou 30 années de PIB si vous mettez 20 ou 30 années. Donc il faut quand même faire attention. Donc ça, c'est pas c'est le total là. PIB, pardon. Et la deuxième chose, c'est que les États-Unis ont une autre caractéristique qu'on évoque rarement, parce qu'en France, on aime bien dire les États-Unis sont fous, ils sont trop endettés, ils sont beaucoup trop endettés, c'est vrai. Pas tellement plus que nous, on a fait chacun sa dette à sa manière. Ils ont un endettement privé important, nous c'est plutôt un endettement public. Mais il ne faut quand même pas oublier que ce qui compte vraiment au bout de la journée, comme ils disent, c'est l'endettement net. Or, les Américains sont aussi assis sur un tas d'or. C'est-à-dire les actifs détenus par les ménages américains sont massifs, bien plus importants que les actifs détenus par les ménages européens. Donc, ils ont fait des bêtises. Ils sont probablement en train d'aller très loin dans l'endettement parce qu'ils veulent absolument de la croissance à tout prix. On peut leur en faire grief. Enfin, l'idée qu'ils vont faire faillite demain parce qu'ils ont beaucoup plus de dettes que d'actifs n'est pas très sérieuse dès lors qu'on intègre l'actif privé. L'actif des ménages est énorme. Mais là, il faut m'expliquer comment les ménages américains qui détiennent des portefeuilles d'actions, d'obligations, d'or et d'immobilier vont aller eux-mêmes rembourser la dette d'un gouvernement. Ça s'appelle l'impôt. On va leur demander gentiment, on va leur faire payer des impôts. C'est comme ça, de toute éternité. Si on arrive à mettre la main sur cette fiscalité-là. Bien sûr, on arrive à mettre la main. Et en plus, si la croissance repart, l'impôt démarre tout seul grâce à la croissance. Je ne dis pas que ça se fera. Ce que je dis, c'est qu'en bonne logique, quand vous avez un endettement public élevé et que vous avez des ménages très riches, au bout d'un moment, quand la croissance repart, vous avez des impôts qui rentrent et qui vous permettent de rembourser. Je ne dis pas qu'ils vont y arriver. Je dis que ça s'est déjà vu souvent et que c'est parfaitement faisable. D'accord. Je veux juste dire que les États-Unis sont le pays qui connaît l'évasion fiscale la plus massive de tous les pays au monde, avec 1600 milliards de dollars d'avoirs américains non déclarés cachés dans le monde. Alors, je voudrais attirer l'attention sur 2 points. D'une part, pour ce qui est justement des taux d'intérêt, c'est-à-dire des taux que doivent payer les emprunteurs sur les marchés financiers internationaux, on voit qu'il y a une épée de Damoclès qui est suspendue au-dessus de nos têtes, nous les Français, et puis d'autres pays, bon, l'Italie, l'Espagne, à plus court terme. C'est l'explosion des taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'il y a un tel afflux de demandes de capitaux. Juste les taux d'intérêt, vous pouvez juste préciser pour qu'on comprenne bien ce que ça entraîne, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est le prix auquel on emprunte l'argent, quoi. C'est-à-dire, c'est l'intérêt que l'on paye lorsqu'on rembourse. Et par exemple, la charge de la dette pour la France, c'est plus de 40 milliards d'euros par an aujourd'hui. Avec des taux très bas. Donc on imagine avec des si les taux remontaient. Et alors, pour justement reprendre comme l'exemple de la France, justement, et si les taux remontent, comme dit Philippe Manière, on va avoir des très mauvaises surprises, parce que les 40 milliards vont devenir 50, 60, 70 milliards par an. C'est-à-dire que là, c'est le système du garrot espagnol. Plus les taux d'intérêt montent, moins vous respirez. Ce qui est encore la chance des États-Unis d'emprunter à des taux très bas. Oui, et alors... Et eux aussi dépendent de ces taux très bas. Et alors, j'attire l'attention sur la conséquence de ça. La conséquence de ça, c'est que la dette, à un moment donné, étouffe l'économie réelle et tue les possibilités de reprise de la croissance. Or, Philippe Manière évoquait tout à l'heure, justement, cette donnée essentielle de la reprise de la croissance que tout le monde attend, comme on attend la pluie, ou comme un agriculteur attend la pluie pour féconder ses champs. Et alors, la reprise de la croissance elle-même, elle est rendue d'autant plus hypothétique à court et moyen terme, enfin en tout cas à court terme, que justement, il y a cette épée de Damoclès de l'explosion des taux d'intérêt qui va atteindre des pays aussi puissants que la France, sans doute l'Allemagne aussi à un moment donné, etc. Et cette explosion des taux d'intérêt va... Pourquoi cette explosion? Eh bien parce qu'il y a de plus en plus de demandes de capitaux pour... Par exemple, la France emprunte de plus en plus pour faire ses fins de mois, pourrait-on dire, mais elle n'est pas la seule.
C'est-à-dire que cette dette est cotée sur les marchés. Dès que les investisseurs jugent qu'elle est risquée, les taux d'intérêt vont monter. Voilà. Tous les pays occidentaux ont triple A ce dont on risque parle, aujourd'hui, tous y ces compris les notations. bons du Trésor américain, la dette espagnole, la dette française. Et il faut comprendre pourquoi. L'Occident est collectivement en quasi-faillite et ses taux d'intérêt sont trop bas. Dès que les marchés des capitaux décident de mettre les taux à 10 ans que paye le gouvernement ou les taux à 30 ans plus hauts, c'est la strangulation financière. Les marchés, ils décident pas ça pour nous embêter. Les marchés, ils regardent ce qui se passe. Ils disent, bon, on nous avait vendu une zone euro qui avait certaines caractéristiques de taux de croissance et d'endettement. On voit que la croissance, vous n'êtes plus trop fichu d'en faire. On voit que l'endettement, vous l'avez accumulé. On voit qu'il y a un bout de la zone euro qui est en faillite. La Grèce, en gros, on l'a caché, on l'a déguisé, on l'a arrangé nominalement pour pas que ça soit vraiment dramatique sur le plan psychologique et sur le déclenchement de tout un tas de mécanismes financiers qui étaient prévus en cas de défaut. Mais la Grèce a fait défaut. Elle a déposé le bilan, pour faire simple. Donc, les investisseurs, vous êtes un investisseur du Texas ou vous êtes un investisseur de Singapour. Vous regardez ce machin, vous comprenez pas grand-chose, c'est l'Europe. Le FESF, les machins, franchement, même nous, on ne comprend pas. Vous imaginez, vu de Singapour. Les gars, ils voient qu'il y avait un certain taux de croissance et puis qu'il y avait un certain niveau d'endettement. Ils voient que le niveau d'endettement a explosé, que le niveau de croissance a baissé et qu'il y a déjà un bout de l'Europe qui fait faillite. Est-ce qu'à votre avis, ils ont envie de nous prêter plus cher ou moins cher? Évidemment plus cher, on a un moins bon risque. Donc c'est pas une question de cotation, de pas cotation, de spéculateur, c'est que la gueule qu'on a, c'est une sale gueule. Donc si vous prêtez un type qui a une sale gueule, vous lui prêtez pas pareil qu'à un type qui est souriant et qui a l'air plein aux as. C'est aussi bête que ça. Il n'y a pas de méchant. C'est juste qu'on est nul. Comme on est nul, les gens nous regardent et disent ils sont nuls, je ne le prête pas volontiers. C'est incorrect parce que la situation de la Grèce en fin 2010, ou fin 2009, début 2010, était similaire à celle des États-Unis et pourtant, quelques spéculateurs ont décidé de s'y attaquer de manière concertée. J'insiste sur le mot concerté parce qu'ils se sont entendus. Oui, ils se sont entendus parce que mis ensemble avec un effet de levier, ils avaient plus de chances d'atteindre le but qui s'était fixé. Puis on ne peut pas comparer la Grèce parce que vous disiez qu'ils ne se concertent pas, que certains font la baisse à la hausse. J'ai pas dit qu'ils ne se concertent pas. Mais là, vous prenez un cas particulier. La Grèce est une chure de mouche qu'on peut facilement faire tomber. Parce que les spéculateurs, parfois ils gagnent, parfois ils perdent. Oui, bien sûr. Vous pouvez parler de Soros. Soros, rappelez-vous, il s'était goinfré en faisant tomber la livre sterling et puis il a tout perdu en essayant de spéculer contre le franc. Un spéculateur, son métier, c'est de faire des paris. Parfois, il gagne, parfois, il perd. Donc, mais l'euro, enfin pas l'euro, mais l'explosion de la zone euro peut-être, parce qu'effectivement, la zone euro est objectivement, du point de vue économique, un truc très curieux dont on n'est pas sûr qu'il marche. Moi, j'étais très hésitant quand elle a été lancée. Aujourd'hui, quand vous regardez le truc, le même taux d'intérêt pour un pays en quasi-faillite comme la Grèce et un pays en quasi-surchauffe comme l'Allemagne, c'est un peu une folie. Donc, vu de l'extérieur, il y a des gens qui disent ça va pas tenir, ils s'entendent pas assez, c'est pas une vraie famille, donc ils vont devoir se mettre sur la gueule pour résoudre leur conflit. Un seul taux d'intérêt pour des besoins aussi disparates, ça ne vole pas, donc j'attaque. C'est pas juste parce qu'ils sont méchants, c'est parce qu'ils pensent que cet objet qu'on leur vend l'euro est un objet artificiel et pas pérenne. Donc ils disent il y a sûrement de l'argent à faire. Mais ces spéculateurs-là, ils sont minoritaires. Il n'y en a pas. Ils ne sont pas minoritaires parce que c'est les investisseurs qui font le... Je veux juste aller jusqu'au bout de cette démonstration. Comment ça fonctionne. Les spéculateurs sèment l'alarme sur un certain marché en disant qu'il va mal et qu'il est risqué et qu'il est devenu un peu de jungle. Et là, la grosse cavalerie du monde de l'investissement, les fonds de pension, etc., paniquent et suivent. Ils paniquent pas, mais ils se disent flûte, s'ils ont raison, c'est... Voilà, sur des rumeurs au départ. Hein. Et là, le phénomène s'enclenche. La situation de la Grèce, c'est pas une rumeur, malheureusement. Il aura vraiment été jusqu'à la faillite. Au-delà du débat sur l'aspect moral, les bonnes ou mauvaises intentions, etc., l'analyse systémique, là où elle nourrit mon pessimisme, c'est que on voit qu'il y a des effets dominos. C'est-à-dire que maintenant, c'est l'Espagne qui est dans l'œil du cyclone après la Grèce. Une Grèce dont la croissance économique est plus qu'anémique, puisqu'elle est en récession. Une Grèce qui a quand même pu cacher sa dette pendant un moment, basée sur la confiance de l'euro. Oui. Voilà. Donc ça a marché à un moment. Alors, le problème étant maintenant l'effet de contagion. C'est-à-dire l'Espagne, qui est un bien plus gros morceau que la Grèce, qui est un gros pays, l'Espagne, contrairement à la Grèce, qui est un tout petit pays de 10 millions d'habitants. Et une Espagne qui elle-même maintenant commence à perdre considérablement la confiance des marchés. Et puis derrière l'Espagne, l'Italie, la troisième économie, on peut dire, de l'Europe. Et deuxième aspect du problème, portons notre regard sur les pays émergents. Depuis 2008, une grande espérance s'était portée sur les pays émergents, les pays du BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, et puis Afrique du Sud, on met l'ES. Bien. Ces pays émergents commencent à subir eux-mêmes le contre-coup maintenant, notamment de la diminution de la consommation dans des pays qui pratiquent l'austérité, comme c'est le cas d'un certain nombre de pays d'Europe, par exemple. Et puis, de pays qui étant en but à un chômage important, voient leurs consommateurs augmenter leur ratio d'épargne par peur de l'avenir aussi. Alors du coup,
que voit-on? On voit que des consommations s'anémient, que des débouchés se rétrécissent pour des pays émergents comme la Chine, et que les statistiques chinoises commencent à faire un arrondi, comme on dit. Le graphique commence à faire un arrondi. L'arrondi pourrait donner une chute, parce qu'en effet, la crise de la consommation en Occident va se répercuter très directement sur les grands pays manufacturiers comme la Chine et l'Inde. L'économie mondiale est ainsi faite que tout se tient et que c'est un système de vases communicants. Donc le problème, c'est l'effet de contagion. Effet de contagion d'États surendettés à États surendettés et effet de contagion de groupes d'États surendettés et pratiquant l'austérité à des pays émergents qui dépendent très directement pour leurs débouchés de l'Occident et qui ne seront pas eux-mêmes dans un délai très court de substituer à des bassins de consommation aussi énormes que les 450 millions d'Européens ou les 350 millions d'Américains, leur propre consommation. Alors, Miyazaki, allez-y. Alors, d'abord, l'effet de contagion, c'est un mythe qui vient du monde médical, qui n'existe pas en économie. C'est-à-dire que l'Espagne... Bon, Monsieur Maner va me dire, oui, mais les investisseurs maintenant vont raisonner que l'Espagne va aussi mal que l'Italie, que le Portugal, que... Non, l'Espagne, voilà. Je veux dire, le Portugal s'en était sorti aussi. Fin 2010, on a annoncé sa faillite, il a pu s'en sortir seul. Pour moi, l'Espagne peut quand même réussir à s'en sortir sans aide extérieure. Le Portugal va pas très C'est bien. discutable, d'accord, c'est discutable, je suis d'accord avec vous. Mais maintenant, de dire que les BRICS, eux aussi, à leur tour, vont être affectés par ce qui se passe en Europe. C'est vrai que c'est un des marchés, un des débouchés, mais ce n'est pas l'unique. Si vous regardez les statistiques du commerce inter-BRIC et en fait, marché pays émergent, 65% du commerce mondial se fait ou se fera dans les prochaines années entre les pays émergents. Ils n'ont pas tellement besoin de l'Europe. Je suis assez d'accord avec vous. C'est-à-dire que ce que vous disiez, monsieur, aurait été très juste il y a 5 ans, incontestable. Je pense que vous avez probablement un coup d'avance. Ce que vous dites sera très juste dans 5 ou 10 ans. Et là, on est juste entre les deux. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment si les BRICS peuvent tenir. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, la Chine n'était rien d'autre que l'usine du monde. Oui. Et d'ailleurs, au passage, l'Allemagne marchait très bien parce qu'elle est l'usine de l'usine du monde. C'est-à-dire que les Allemands vendent les machines-outils et les usines aux Chinois qui nous vendent des trucs et des machins. C'est en train d'évoluer. C'est-à-dire que petit à petit, il y a une base de consommation domestique. Il y a maintenant plus de gens qui ont notre niveau de vie en Chine qu'en France. Oui. Ça donne à penser. C'était évidemment pas le cas il y a 5 ans seulement, et a fortiori pas il y a 30 ans, quand en gros il y avait que la moitié des Chinois qui avaient à manger. Donc on a quand même un peu changé d'univers, et petit à petit ces pays-là ont des marchés domestiques qui soutiennent une croissance autonome qui n'est certainement pas au niveau des 8 ou 10% qu'ils avaient, mais qui n'est pas ridicule, et puis ils les échangent entre eux. Et bientôt vous verrez le Brésil et la Chine pouvoir se débrouiller sans nous, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Mais quand même, pardon, parce que depuis le début on est très très pessimiste, après je vous laisse parler, mais il ne faut quand même pas oublier qu'on est en train de broyer du noir parce que la France va assez mal, dans une Europe qui ne va pas très bien, au milieu d'une OCDE, il y a des pays occidentaux qui ne sont pas dans une situation flambante. Mais enfin, c'est l'organisation qui fédère l'ensemble des pays dits occidentaux développés, pour faire simple. Bon, c'est-à-dire que je parle des pays développés, ils ne vont pas très bien, l'Europe va encore plus mal et la France va vraiment pas bien là au milieu, puis on peut toujours trouver pire, donc il y a les Grecs, il y a ce que vous voudrez. Bon, mais tout ça, c'est vrai, mais c'est dans un environnement qui, même s'il est en voie de ralentissement côté des BRICS, est quand même pas mauvais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut quand même voir, nous en France, on dit mais c'est catastrophique, tout va mal. La croissance mondiale sera probablement cette année entre 3 et 4%, 3,5%. Et on vient de très nombreuses années où elle était entre 4 et 7%. Donc il y a quand même énormément d'êtres humains sur cette planète qui vont bien mieux qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans, qui sont en train de s'enrichir, qui couvrent le commerce et les plaisirs de la consommation, qu'on peut trouver bassement matérialiste, c'est mon cas, mais peu importe, c'est pas le sujet, ils sont heureux, ils jouissent. Alors nous, on peine à jouir, parce qu'évidemment, on a tellement déconné qu'on est assis sur un tas de dettes et que les gens qui ont eu la gentillesse de nous prêter, ils disent aujourd'hui, mais franchement, on se demande si vous allez rembourser, donc on va peut-être vous demander de payer plus cher la dette. Il n'y a pas de quoi se relever la nuit, c'est parfaitement normal, et notre situation dégradée est exclusivement la conséquence de notre mauvaise gestion, et elle n'est en rien symptomatique de la situation du monde qui va plutôt bien. Oui, donc vous ne croyez pas du tout, excusez-moi, vous ne croyez pas du tout à parce que finalement, Piero San Giorgio nous dit qu'on va s'effondrer, qu'on va devoir aller se cacher au fin fond de la montagne suisse avec son couteau entre les dents. Et, enfin, oui, alors ça, moi, ça ne m'achète pas du tout. En fait, je vais dire avec intérêt. Oui, mais quand même, donc il y a des personnes comme Piero San Giorgio qui défendent ça, ou Laurent Arthur Duplessis qui nous dit qu'on va, même 400 pages. On va courir vers une guerre avec intérêt, on ne sait jamais. Ce qui est intéressant avec l'analyse de Piero San Giorgio, enfin, c'est pas une analyse, c'est une des conséquences du surendettement et de la non-reprise de l'économie.
Il s'est passé exactement la même chose à Détroit, en mois de novembre 2011, où justement la ville n'a pas eu, surendettée, n'a plus les moyens en fait d'assouvir aux besoins des services publics, l'électricité, le gaz, l'eau, la police, les pompiers, etc. Du coup, il y a certaines zones de la ville de Détroit qui ma foi, sont un peu laissées à l'abandon. Donc évidemment, les zones les plus pauvres, donc c'est des zones qui sont totalement, on pousse les gens à Paris, donc une sorte d'exode urbain en fait. Et justement, ces zones, il n'y a plus. La police ne vient plus. Tout ça est vrai, tout ça est navrant, avec un tout petit correctif qu'on dit on pousse les gens. Il n'y a personne qui on pousse les gens, c'est juste qu'il n'y a plus de boulot, les logements sont dégradés, il n'y a plus de services publics, donc on comprend que les gens s'en aillent. Je ne dis pas que c'est bien, je dis que vous avez raison de signaler que ça existe. N'oubliez pas quand même que pendant ce temps-là, à Omaha, Nebraska, à Boulder, Colorado, vous avez des villes qui sont booming. C'est-à-dire, comme toujours, quand on parle des États-Unis, on ne peut pas se focaliser. Comme disent les statisticiens, l'écart type nuit violemment à la pertinence de la moyenne. C'est-à-dire que vous avez toutes les situations possibles. On peut tout dire des États-Unis, on peut toujours avoir raison sur un point particulier. Donc oui, il y a des villes qui font faillite. Détroit, c'est catastrophique. 30% des villes. Non, 30% des villes, non. Au bord de la faillite. Ouais, au bord de la faillite, c'est un concept avec lequel moi je peux faire aussi beaucoup de choses. Au bord de, ça veut rien dire. Il y a très peu de villes en faillite. Il y a quelques très grandes villes industrielles qui étaient très spécialisées dans l'industrie classique, qui est très vivement atteinte par la concurrence. Et donc ces villes-là vont mal. Mais il y en a d'autres qui vont très bien. Mais attendez, quand on est au bord de la faillite, c'est qu'on est quand même plus proche de la faillite que de la... Oui, mais défaillance. 30% des États, pardon. Et puis en plus, le concept de défaillance aux États-Unis est complètement différent. Comme vous savez, là-bas, si vous avez l'impression que vos dettes vont vous poser un problème, vous pouvez carrément déposer le bilan, personne ne vous en veut, vous repartez à zéro. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne se passe rien. Je dis qu'on ne peut pas juger, de la manière dont ça se passe aux États-Unis avec notre culture et notre système juridique, c'est différent. Il y a des villes qui vont très mal, il y en a qui sont en faillite, il y en a où vraiment les gens sont maltraités, et puis il y en a d'autres qui vont très bien. Et les États-Unis ont une croissance qui est à peu près 2 fois supérieure à la nôtre en moyenne depuis 10 ans. Donc on ne peut pas dire que les États-Unis sont l'incarnation de l'effondrement de l'Occident. C'est complètement faux. Alors tout va bien. J'ai pas dit que tout allait bien. J'ai dit que tout n'allait pas mal. C'est différent. D'accord, parce que la croissance des États-Unis, d'accord, mais bon... Comme l'exemple que donnait Samuel. Parce que là, on est vraiment dans une situation où... Moi, je parle que de la France, qui, à mon avis, a un problème particulier, spécifique, qui tient à nous. Mais qui est un exemple pour d'autres pays. Donc, il faut... Ça peut être un exemple à suivre, en tout cas dans la zone euro. Oui, mais nos problèmes à nous, c'est des choix qu'on a faits qui n'étaient pas obligés. Par exemple, on a parlé tout à l'heure des difficultés. Vous avez raison de dire que c'est difficile quand on s'est beaucoup endetté. J'appelle votre attention sur le fait qu'il y a un État en Europe qui s'était beaucoup endetté avec une excellente raison, c'était l'Allemagne, pour cause de réunification. Ils ont eu le courage de faire, vous vous souvenez à l'époque, 1 pour 1. Un Deutschmark valait un marque est-allemand qui valait strictement rien, donc c'était un vrai cadeau qu'on faisait à l'Allemagne de l'Est. Il y a eu d'énormes transferts, ils se sont beaucoup endettés, puis devinez quoi, après, ils ont dit, bon, bah, comme on s'est beaucoup endetté, il faut arrêter les gaudrioles. Ils ont à peu près bloqué le pouvoir d'achat, ils ont reconstitué un appareil productif. Aujourd'hui, ils sont méga exportateurs, ils dégagent des excédents commerciaux, et ils étaient revenus juste avant la crise de 2008 à l'équilibre budgétaire, et ils sont en train de renouer avec. Donc, il y a plusieurs manières de gérer. On peut mal gérer, comme la France, et encore pire, comme la Grèce ou comme l'Espagne, et on peut bien gérer, comme l'Allemagne ou les Pays-Bas ou la Scandinavie. En un mot, mais un mot qui est très critiqué, très attaqué. Quand on le dit, c'est un gros mot, surtout aux États-Unis, en Europe, on le fait, mais on souffre, on donne une très mauvaise image de ça, c'est l'austérité. L'austérité, c'est la seule solution. On ne peut pas dire à un obèse que maintenant, il ne doit pas se mettre au régime. Mais l'austérité, parce qu'aux États-Unis, ce mot a disparu du vocabulaire depuis 30, 40 ans, eh bien, ça passe mal en Europe parce qu'on trouve que c'est beaucoup trop douloureux, etc. Pourtant, il n'y a pas le choix. Même l'Allemagne, elle a fait de l'austérité. Tout le monde doit le faire. Les pays scandinaves. Les pays scandinaves dans les années 90. Et l'Angleterre est en train de le faire. Quand vous avez trop mangé, votre métaphore est parfaite. Quand on a trop mangé, il y a un moment, il faut arrêter de manger. Et donc, pendant qu'on ne mange pas, c'est désagréable parce qu'on aimerait peut-être manger. Mais c'est la seule manière de ne pas continuer. C'est une sorte de diète. On fait la diète pendant... C'est normal. On a eu de la croissance. Voilà, on a eu de la croissance artificielle par un crédit qu'il faut maintenant rembourser. Il n'y a rien de surprenant à ce qu'on doive maintenant assumer une période où il y a une moindre croissance parce que, précisément, il faut faire face au remboursement. Vous êtes d'accord là-dessus sur justement cette... Moi, je voudrais attirer l'attention aussi sur un autre aspect, c'est la montée du protectionnisme douanier. On sent de plus en plus des tendances au protectionnisme douanier se faire jour un peu partout. Et par exemple, le Mercosur, le marché commun latino-américain, qui tenait sa session annuelle à la fin de l'année dernière, avec en figure de proue, par exemple, la présidente brésilienne, Dilma Rousseff, a décrété qu'un certain nombre de produits d'importation seraient soumis à un tarif douanier de 35%, c'est-à-dire le plafond autorisé par l'Organisation mondiale du commerce, notamment de produits chinois. Voilà. Et on voit une inquiétude poindre dans des pays émergents comme le Brésil vis-à-vis de la concurrence de produits à plus bas coût que ce que peut faire le Brésil, comme par exemple la Chine, etc. Bon.
Et on voit aussi la pulsion protectionniste monter en Occident, par exemple en Europe, aux États-Unis, on la voit fleurir dans les discours politiques et ainsi de suite. Et c'est aussi un autre élément à prendre en compte parce que pour que ce roulement à billes puisse fonctionner, ce roulement à billes de l'économie planétaire puisse fonctionner, s'adapter en souplesse et en douceur, il faut que tous les acteurs et tous les paramètres, Dieu sait s'ils sont très nombreux, puissent se réordonnancer, je dirais harmonieusement, en bonne harmonie dans les délais, dans les logiques, etc. Toutes les petites boules roulent pour que la couronne du roulement à billes tourne. Et je reprends l'exemple justement de la demande intérieure des pays émergents. Elle sera au point dans 5 ans. Mais il faudrait qu'elle soit au point aujourd'hui. Et c'est tout le problème du roulement à billes. Il faut pas que ça coince, il ne faut pas qu'il y ait une bille qui coince quelque part. Or là, des billes qui coincent quelque part, il y en a un certain nombre. Il y a la montée de la pulsion protectionniste un peu partout. Il y a la lenteur de la croissance de la demande intérieure, lenteur toute relative, lenteur par rapport à ce qu'on voudrait qu'elle soit pour remédier à la crise. Et la complexité des paramètres liés à la mondialisation qui a enlevé les caissons étanches et qui a donc donné une fluidité extrême à tout, aussi bien au positif qu'au négatif, fait que justement le réordonnancement des billes dans le roulement à billes est quelque chose d'infiniment complexe et qui peut buter sur, disons, la trajectoire erratique de 2 ou 3 billes dans l'ensemble. C'est vrai, mais j'ai envie de vous répondre, puisque vous prenez cette métaphore très parlante, je trouve, de roulement à billes, et pourtant elle tourne. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais non plus complètement désespérer. Moi, je suis très frappé, moi je suis assez pessimiste sur la France pour des raisons françaises, parce que je crois que nous faisons les mauvais choix sur la compétitivité et sur la mobilité sociale. Ce qui est dramatique, c'est le mensonge républicain est total. On dit égalité des chances, mais on fait tout le contraire. Ce pays se ravage lui-même. Mais s'agissant du fonctionnement du roulement à billes que vous évoquiez, écoutez, on est quand même passé, tout à l'heure vous disiez qu'on a toujours une crise de retard et qu'on court après la crise, vous avez raison dans un sens, mais pour le moment on ne s'est pas planté. À ma grande surprise, je dois dire, parce que c'était pas facile, la Banque Centrale Européenne a fait un magnifique boulot, les États européens n'ont pas trop fait de bêtises, peut-être ont-ils trop fait de relances inutiles comme la France. A fait un magnifique boulot, c'est-à-dire... C'est-à-dire qu'on a quand même été au bord du gouffre à plusieurs reprises, elle a su injecter de la liquidité quand il fallait, elle n'a pas été aussi loin que la banque américaine. C'est réussi, voilà. Après, on peut dire bien, pas bien, mais c'est réussi. Ils ont réussi ce qu'ils voulaient faire. Ils ont réussi ce qu'ils voulaient faire. Et ça n'allait pas de soi. Donc, je veux dire, je pense qu'on a quand même, au bout du compte, échappé à beaucoup de périls. Vous avez raison, il y a beaucoup de périls, il y a beaucoup de petites billes qui peuvent coincer. Pour le moment, il n'y en a pas qui se sont coincées. Et pardon de faire cette déclaration libérale au pays de l'antilibéralisme militant, mais moi je crois beaucoup à ce que disait Hayek, c'est-à-dire qu'il y a une présomption folle à penser qu'un grand architecte comme vous, moi ou n'importe qui pourrait savoir ce qui va se passer, ce qui doit se passer. Le marché est bien plus intelligent que tout ça, parce qu'il y a des tas d'agents qui s'adaptent en permanence, et dans le fond, ça met de l'huile dans les rouages. Et pour le moment, pardon de le dire, ce que je dis peut vous paraître idéologique, mais ça n'a pas été démenti par les faits. Mais Hayek, von Mises et l'étonnant de l'école autrichienne, dont vous êtes un disciple. Pas forcément, je veux dire, en tout cas, c'est intéressant. Attirer aussi beaucoup l'attention sur le fait que la création monétaire par les banques centrales pouvait, à bien des égards, fausser les mécanismes du marché. Or, que fait la Banque Centrale Européenne? Elle a injecté 1 000 milliards d'euros ces derniers temps. Prudemment, elle n'a pas fait le quantitative easing à l'américaine. Oui, pour le moment, il n'y a pas d'inflation. Enfin, je veux dire, c'est pas trop mal fait. Il n'y a pas d'inflation parce que l'argent n'est pas injecté dans l'économie réelle. Mais c'est vrai que 1 000 milliards, c'est quand même pas ce que j'appellerais plus prudent. C'est quand même énorme. Et tout ça nourrit à nouveau d'ailleurs certaines bulles spéculatives, notamment, alors on voit la bulle des matières premières, on voit alors la bulle immobilière finissante sans doute en France. C'est pas fini, malheureusement, j'espère que ça va bientôt être fini, parce qu'il n'y a rien de plus scandaleux que la hausse de l'immobilier, qui est un massif transfert des pauvres et des jeunes vers les riches et vers les vieux, ce qui est insensé. Et tout le monde applaudit des deux mains, c'est très curieux. Et alors justement, l'école autrichienne, la fameuse école autrichienne, mettait beaucoup l'accent, vous le savez bien, sur le danger qu'il y avait à créer des bulles spéculatives de plus en plus énormes par une création monétaire échevelée. Or, qu'a-t-on fait depuis 2008 justement? On a arrosé l'économie mondiale. C'est la Banque centrale américaine, la Fed, et puis ensuite la Banque centrale européenne notamment, et puis la Banque centrale chinoise, par exemple, et d'autres banques centrales, ont arrosé l'économie mondiale. C'est vrai. Mais quand il y a le feu, c'est vrai que les pompiers vont saloper le parquet en arrosant, mais il vaut quand même mieux arroser. Oui, mais parfois la maison n'est plus habitable après. La question c'est ça. La question c'est de savoir. La question est de savoir si la maison sera encore habitable ou si. Voilà. Il faut éviter qu'elle brûle et il faut éviter qu'elle soit inondée. Excusez-moi. La différence, c'est que là, on a l'impression qu'on a ravivé le feu, au fait. Oh non. C'est qu'on sent vraiment que c'est... plus tard, la solution. C'est-à-dire plus tard. Il y a eu beaucoup... Mais quelle solution? Aujourd'hui, moi, c'est un peu la question. C'est le désendettement. Quels sont les solutions? Voilà, désendettement, on sait qu'une reprise... Reconstitution. Une reprise est possible, mais elle va prendre des années. Il faut, je pense, une génération...
Non, mais d'ici là, pas qu'est-ce ça, qui va se moi. passer? Parce qu'actuellement, qui va subir les conséquences de ce surendettement? Ce sont les retraites. Qui va payer les retraites? Mais il n'y a pas que ça, il y aura occidentales. certaines... Mais c'est quand même important. Les classes moyennes des économies occidentales vont subir, malheureusement, peut-être une décennie d'austérité. Si elle n'est pas imposée par les gouvernements, elle sera imposée par les conditions économiques réalité, et le durcissement des conditions de prêt, de crédit, pour le FMI. la faillite personnelle d'individus, d'entreprises ou gouvernements. Donc, austérité en Occident. Et puis, effectivement, changement du système monétaire, conséquence essentielle du débauchage monétaire. On va passer maintenant vers un nouveau système monétaire, une réforme essentielle qui sera la plus grande réforme de notre ère, où les BRIC, les pays émergents, vont imposer que leurs monnaies fortes, qui sont les monnaies du commerce international. On pourrait imaginer une monnaie mondiale, non, c'est impossible. Non, ce sera un panier de monnaies fortes qui sera plus le panier des monnaies anciennes, c'est-à-dire la livre sterling, le dollar, l'euro, le franc suisse et la couronne suédoise, à peu près c'est le yen, le FMI. Et le yen, pardon, j'ai oublié très important. Voilà, on va passer sur des monnaies yuan, rouble. Ça marche pas? Le panier actuel apparemment ne marche pas. Oui, ce panier est maintenant obsolète. Et de facto, le commerce va se faire entre les plus grandes puissances économiques qui sont en train d'émerger, celles des BRIC. Pierrot. Pour un temps, moi je suis assez d'accord. Pour un temps, moi c'est un scénario possible. Je sais pas, on peut pas évidemment personne savoir. ne le désire. Personne ne le désire. Pour nous, si vous étiez un Américain, je vois vous annoncer la fin du dollar, peut-être avez-vous raison, mais si vous êtes Américain, vous ne le désirez pas. Bien sûr, c'est certain. Les Américains ont quand même une certaine importance géopolitique et économique. À partir du moment où ils ne désirent pas la fin de cette domination qui leur donne évidemment un avantage comparatif formidable, ça va être plus difficile. Est-ce que nous avons envie de la fin du dollar? C'est pas sûr. Est-ce que les Chinois ont envie de la fin du dollar alors qu'ils jouent une espèce de permanente d'évaluation de leur propre monnaie? C'est pas évident. C'est-à-dire que si vous et moi on faisait un petit dessin en disant qu'est-ce qu'il faut faire, peut-être qu'on ferait ça, mais je ne crois pas qu'il y ait suffisamment de forces convergentes vers un changement. Parce que selon vous, Miyazaki, les États-Unis sont en faillite. Pour moi, les États-Unis sont techniquement en faillite. Techniquement, ils ne sont pourraient en faillite, jamais rembourser aujourd'hui leurs dettes publiques. Ils ne supporteraient pas une hausse des taux à 10 ans, même jusqu'à 7%. Ça tombe bien parce qu'ils l'auront jamais. Ils sont techniques. Oh là là. Alors ça peut arriver très vite. Et en plus de ça, la majorité de l'argent des États-Unis est en Chine maintenant, donc ça donne un. La Chine détient 1600 milliards de dollars. Ça se réduit, ça. Elle n'achète plus tellement la dette américaine. C'est la compris, Banque centrale américaine qui est le premier acheteur de dette américaine maintenant. Donc c'est la grande lessiveuse, si vous voulez, qui recycle les bons du Trésor et maintient ainsi leur valeur de marché. Et donc, techniquement, les États-Unis sont aussi un pays qui de plus en plus correspond aux critères du tiers-monde. Donc, on est en train de voir un passage des forces économiques, mais on ne le désire pas. Je sais bien qu'en Occident, on ne le désire pas. Mais c'est des faits, c'est que les pays maintenant, Russie, vous voyez comme la Russie est offensive, ça se joue maintenant sur le terrain géopolitique. Il y a cette confrontation maintenant entre la Russie et les États-Unis au Moyen-Orient, sur le dossier de la Syrie, de l'Iran. On voit bien que on veut voir maintenant qui va être le patron au Moyen-Orient dans la prochaine décennie. Et la Russie et la Chine disent, ça va plutôt être nous. Et ça va changer. Les tensions géopolitiques, et je crois qu'effectivement, vous avez tout à fait raison, les tensions géopolitiques sont à intégrer à l'analyse économique. Et trop souvent, d'ailleurs, on compartimente complètement l'économie et la géopolitique, alors qu'il y a un chassé-croisé permanent entre les deux. Ne serait-ce qu'au titre des matières premières. Exactement. Voilà, et par exemple, pour les matières premières, comme les évoque très justement Philippe Manière, que voit-on? On voit qu'il y a une crise iranienne qui monte actuellement. Et il n'est pas impossible qu'il y ait un conflit ouvert avec l'Iran dans les prochains temps, peut-être cet été, peut-être un peu plus tard, notamment opposant Israël à l'Iran, peut-être les États-Unis à l'Iran, etc. Bon. Moyennant quoi, ça aurait un effet dopant sur le prix du pétrole, puisqu'en effet, d'une part, l'Iran lui-même est un gros producteur de pétrole et une très grande réserve mondiale de pétrole. D'autre part, il est dans une situation avec le Golfe arabo-persique et le droit d'Ormuz, qui fait que un conflit avec l'Iran peut produire une paralysie du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, par où passe 35% du fret pétrolier mondial, un peu plus d'un tiers du fret pétrolier mondial. Cela aurait un effet calamiteux, parce que ça doperait le prix du baril de pétrole. Alors évidemment, ça plomberait énormément la croissance économique mondiale. Et donc là, la géopolitique peut, à son tour, évidemment, bloquer le roulement à billes dont je parlais tout à l'heure. Parce que le roulement à billes, dans les billes, il y a des billes géopolitiques, et notamment liées au marché des matières premières. Alors aussi bien en ce qui concerne la précarisation de la production de pétrole et de gaz que leur acheminement. Alors, il y a un oléoduc qui part du Golfe Persique et qui devrait justement pallier à une déficience du détroit d'Ormuz, mais encore faut-il qu'il soit tout à fait en service à ce moment-là. Mais d'autre part,
il y aurait aussi l'inquiétude des marchés financiers sur la question des matières premières par le seul fait de la montée d'un climat de guerre qui augmente je dirais, les épargnes de précaution. Alors, tout ça fait qu'on a aujourd'hui, effectivement, je suis d'accord avec vous, un climat géopolitique qui s'assombrit de plus en plus et qui s'assombrit, je dirais, très malencontreusement par rapport à la sérénité géopolitique, si je peux dire, qui serait nécessaire pour que le roulement à billes puisse se réajuster, je dirais, tranquillement et dans le délai. Et, peut-être conclure sur tout oui, ça. J'aimerais conclure. Moi, je suis très sensible à ce que vous dites. Évidemment, c'est important. Et c'est vrai que s'il y a, par exemple, un très grand conflit au Moyen-Orient impliquant Israël et l'Iran, avec tout ce que ça peut comporter comme conséquence sur les États-Unis, sur l'Europe et sur le prix des matières premières, évidemment, ce serait une réelle contrariété. Je n'en disconviens point. Mais j'appelle votre attention qu'il me semble que notre conversation a un tour un peu particulier. C'est-à-dire qu'on est en train de lister... Passez-moi l'expression, tous les emmerdements qui pourraient nous arriver. Ce sont des risques. Non, mais je veux dire, on aurait parlé il y a 10 ans, on aurait probablement évoqué les innombrables opportunités qui se présentaient au monde. On était excessivement optimistes à l'époque, sans doute. Pas moi, il y a 10 ans, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui en France, le débat public est dominé par une espèce d'eschatologie. Tout va mal, tout va aller de plus en plus mal, tout le monde va mal, et il va y avoir que des mauvaises nouvelles. C'est faux, ne serait-ce que parce que d'ailleurs c'est impossible. Jamais il n'y a que des mauvaises nouvelles. Donc, faisons la part des choses. Nous vivons une période d'ajustement qui est désagréable parce qu'on a surjoui, donc maintenant il va falloir sous-jouir. Et effectivement, il y a des risques du type géopolitique importants. Mais rien ne nous dit que tous les risques géopolitiques vont se matérialiser. Heureusement, de temps en temps, il y a des bonnes nouvelles. Rien ne nous dit non plus qu'en cas de matérialisation de ces risques, nous n'aurions pas la capacité de nous ajuster, comme nous l'avons fait d'ailleurs après la crise du point de vue, ce que je disais tout à l'heure, la gestion de la politique monétaire, pas parfaite, mais qui, enfin, moi, j'aurais pas imaginé, honnêtement, il y a 2 ou 3 ans, qu'on s'en tirerait si bien. C'est pas fini. Mais pour le moment, on s'en est plutôt bien tiré. Et puis, il y a quand même des bonnes nouvelles. Regardez, les Anglais, ils ont fini probablement dans 1 ou 2 ans la purge. Il y aura certainement de la croissance au Royaume-Uni. L'Allemagne, la croissance résiste et elle n'est pas mauvaise. L'Europe du Nord se porte pas trop mal. Les BRICS. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, je peux vous faire une liste. On va pas faire ça. Je peux vous faire une liste des bonnes nouvelles. Donc, ne nous obsédons. Il n'y a pas de question de solution. Bonne nouvelle n'est pas une solution. Non, mais si, parce que tout ça, ça va faire quoi? Ça va faire de la croissance. Et on l'a dit tous ici, la croissance, c'est une des réponses possibles. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut répudier une partie de la dette. Vous n'êtes pas d'accord? Moi, je pense, non, je suis d'accord. C'est une des. Moi, je pense qu'il n'y aura jamais plus de croissance, jamais. Non, mais ça, jusqu'à la fin des temps. Je n'y crois pas un instant. Je pense qu'il y aura beaucoup de croissance, mais qu'on vit actuellement une croissance handicapée. Comme il y a eu de la croissance en 1349, c'est-à-dire une année après la peste noire. Je ne suis pas un spécialiste de l'année de 1349, mais je ne vois pas ce qui fait obstacle à ce qu'il y ait de la croissance. Et j'ajoute qu'il faut de la croissance, il faut désirer la croissance, parce que la croissance, c'est ce qui permet la mobilité sociale. Sur la dette, pour juste ce point-là, parce que moi je serais très intéressé d'écouter par exemple vos solutions justement par rapport à la France aussi. Mais je pense que, comme vous disiez tout à l'heure, vous m'avez juste interrompu, je disais il y a trois moyens de répondre à la dette. Soit on la paye par de l'austérité, politiquement très difficile à vendre. Ça s'est vu, mais c'est pas facile à vendre. Ça s'est vu, et souvent ça s'est vu quand, par exemple, en Allemagne 1947, en démarrant l'année 0, il y a eu dans une situation extrêmement difficile pour les Allemands, la capacité d'accepter n'importe quoi. Tout était mieux que la situation de Allemagne 1995-2005. Il y a aussi une vraie responsabilité. Évidemment moins tragique comme situation que 1946-47. Oui, non, tout à fait. Soit on ne la paye pas. C'est un scénario à l'Argentine ou à la grecque. Alors dans les Grecs ont plus de chances que les Argentins, ils sont aidés. Mais enfin, l'Argentine, elle va bien maintenant. Elle va bien, tout à fait. Mais parce qu'il y a des flux énergétiques encore fast. Surtout, ils ont pu dévaluer, ce que les Grecs peuvent pas faire. Ils ont pu dévaluer, effectivement. Mais ensuite, il y a effectivement la solution qui est celle que l'on prend tous, c'est celle de dire on va continuer à s'endetter en allant sur des politiques qui, à terme, seront inflationnistes ou hyperinflationnistes. Ouais, forcément, c'est mathématique. Alors, aujourd'hui, visiblement, cet argent ne circule pas, donc ça se retarde dans le temps. Mais inévitablement, la dette, je rappelle simplement ce que c'est que la dette, c'est une créance sur du travail futur, puisque l'argent, c'est une créance sur du travail, la dette, c'est la créance sur du travail futur. C'est une dette qui devient infinie, et ça peut arranger pas mal de monde, enfin pas mal de monde, pas nous, mais en haut, c'est qu'une dette infinie,
Ça s'appelle l'esclavage, puisque c'est une créance sur du travail infini. Et Miret, Donc il faut faire attention. Miret, voilà, on va finir avec vous et puis. Ça, c'est pour les Vous problèmes. vouliez des solutions, donc Oui, moi, parce je que donne pour l'instant, une- moi, je une- déplore, une il n'y a pas de... Allez-y. pas de Allez-y. il faut que l'Europe accepte l'austérité pour permettre justement à sa locomotive de croissance et de l'épargne de redémarrer, de l'investissement productif. Il faut préparer, planifier dès maintenant une sortie ordonnée du dollar du système international parce qu'il va connaître une hyperinflation dévastatrice et accepter de voir un monde qui va maintenant être centré autour des briques, un nouveau système monétaire, donc un monde multipolaire et multimonétaire dirigé par les briques. Il faut commencer à planifier, à se préparer à ça. D'accord, donc une austérité qui va forcément amener à des Elle déçus. prendra son temps. Et les En tout déçus, cas, il vaut mieux être riche et brésilien que pauvre et français, si je comprends bien. Apparemment. Ouais. Honnêtement, on aurait pu dire ça même avant l'émission. On a créé de la valeur. Hein. Parfait. Merci à tous d'être venus Merci jusque beaucoup sur de la votre péniche. Et on dit quoi? On dit poète poète, tac date, soin de soi. Ouais, voilà. On Ok. va essayer de garder le moral, hein, malgré tout. Merci beaucoup. Merci à tous. Pas beaucoup de solutions. Hein. Limite, je vais être horriblement désagréable. Je vais me démaquiller à la vitesse de l'éclair si C'est Aliénor possible. est là. Et Pas ou beaucoup. si elle a des lingettes. Pas beaucoup de solutions, c'est vrai. Moi, je déprime. J'entends ça. C'est bon. Les mesures, on est forcément amenés à des déçus et les gens On a envie de se dire qu'il y a un Déçus lorsqu'ils ont beaucoup d'argent.